donc, je vais simplement introduire le propos de Foued, Foued Charriette, donc professeur de marketing ici à l'Institut Agro Montpellier, sur les nouvelles tendances de consommation, notamment en France. Je vais essayer comme il me l'a demandé, d'introduire en les resituant très rapidement à grands traits dans un contexte à la fois géographique et historique. Peut-être qu'on peut mettre la première diapo, Foued, s'il te plaît, pour non, c'est celle de la numéro 3. Tu peux remonter un peu. J'arrive, Hervé. Ouais. 2 secondes. Voilà, quelques rapides données de cadrage sur l'aspect de consommation. Donc, la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc il me paraissait intéressant d'utiliser les dernières statistiques de l'OIV pour voir où est-ce qu'on en est en matière de consommation. Vous voyez qu'on est sur une consommation qui est au niveau de 235 et quelques millions d'hectolitres en France, qui peut apparaître à grands traits comme relativement stable depuis quelques années, mais en réalité qui peut aussi, si on la regarde depuis 2007, apparaître comme relativement baissière tout de même, puisqu'on est monté à plus de 250 millions d'hectolitres dans l'année 2007 et aujourd'hui à 15 millions d'hectolitres de moins. C'est un des premiers aspects. Un autre aspect important paraît être que l'arrivée au premier plan depuis quelques années des États-Unis dans le premier consommateur mondial, et en même temps que la Chine, qui était absente des radars, il faut le rappeler, il y a encore une vingtaine d'années, s'est hissée à peu près dans le top 10, pour ne pas dire dans le top 5 de tous les indicateurs depuis lors. Et en particulier, là, c'est hissé à la 7e place en matière de consommation. C'est un point important. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on peut dire que c'est globalement la France, l'Italie et l'Espagne qui marquaient le monde du vin à la fois sur la production et sur la consommation. C'était l'archétype modèle des grands pays producteurs qui consommaient eux-mêmes les vins qu'ils produisaient, et avec des consommateurs extrêmement fidèles, extrêmement réguliers également. C'était des consommateurs qui buvaient du vin tous les jours ou presque, qui était le modèle dominant. Et tout ça, finalement, ne posait pas beaucoup de problèmes tant que cette consommation était tirée, était tirée en France la demande, je veux dire, la demande tirait l'offre. Ce jusqu'aux années 1960, où on a commencé à voir une certaine diminution de cette consommation, et ce qui a amené dans les années 1980 à considérer le caractère probablement structurel de cette baisse de consommation, et notamment ce qui a invité l'INRA et l'ONIVIN à l'époque, l'Office national interprofessionnel des vins, à suivre cet aspect avec une enquête quinquennale. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer de suivre la consommation. On a commencé, à grands traits, je saute aux années 90, où là, on a commencé pour la première fois à se poser des questions de marketing, au sens où le marketing, comme vous le savez, est capable d'étudier, mais d'agir sur sur la demande, et notamment sur le marché à la consommation. Et on a pris conscience, d'une part, parce qu'on avait quand même eu une série de crises de marché, et d'autre part, parce que sont arrivés à ce moment-là les pays du Nouveau Monde avec de véritables stratégies marketing destinées à d'abord éviter, bien sûr, les crises de marché, mais aussi s'adapter à la demande et même créer la demande, créer des nouveaux marchés. Et ça a secoué beaucoup le modèle, on va dire, le modèle occidental traditionnel. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la deuxième diapositive, là, sur une situation, si on peut passer à la diapositive suivante. Oui, j'essaie, mais C'est apparemment, compliqué. non. Voilà. Là, on voit que là, c'est des chiffres qui peuvent changer un peu par rapport à ce que vous connaissez, parce que c'est sur la population des plus de 15 ans. Donc, ça fait des chiffres évidemment un peu plus élevés, mais on voit que quand même la consommation du vin dans le monde est toujours tiré par des grands pays comme la France. Alors, le Portugal est passé devant ces dernières années. Il y a sans doute quelques effets conjoncturels particuliers, des gens qui sont rentrés au pays, des gens qui… Ouais, bref, il y a une influence du tourisme aussi qui n'apparaît pas toujours dans ces aspects-là. Mais enfin, globalement, on voit bien qu'il y a toujours un trio de tête. C'est plus vraiment l'Espagne, c'est Portugal.
Ensuite, on a, si j'accepte la Suisse, on a quand même une douzaine de pays qui sont entre 24 et 30 litres par habitant de plus de 15 ans, alors que le trio de tête est plutôt autour de 46-50 litres par habitant et par an, ce qui est beaucoup, bien sûr, ce qui est simplement 3 fois moins que ce qu'on consommait dans les années 60. Hein, donc, c'est aussi une très nette chute de consommation. Et ensuite, on tombe sur les 3 ou 4 pays, y compris du Nouveau Monde, hein, USA, République sud-africaine, Canada et Russie, entre 8 et 13 litres par habitant et par an. Et ensuite, on tombe sur moins de 3 litres. C'est-à-dire que la consommation mondiale aujourd'hui, elle est quand même portée par voilà, ces grands segments, hein, le trio de tête, un peloton d'une douzaine, 4 un peu suiveurs, et puis le reste, c'est une longue traîne de moins de 3 litres par habitant et par an, et qui porte, bien sûr, en tout cas, qui assure le maintien de la consommation. Ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on a affaire aujourd'hui véritablement à une véritable révolution. En tout cas, c'est là-dessus que Fouad Jarif va nous éclairer. Ce modèle français, il est très influencé par ça. Il est influencé d'abord par une évolution des contraintes à la production. Je n'ai pas besoin de développer là le changement climatique qui affecte très fortement les questions de production, mais aussi le consommateur, pas seulement le consommateur, le citoyen qui a de nouvelles exigences vis-à-vis de la production, et en particulier ce qu'on appelle les attentes sociétales, et notamment vers plus d'agroécologique et plus de contraintes en matière de production. Et puis, on a aussi une évolution de la consommation dont on voit bien qu'elle est là marquée par un fait très important, c'est que le marché mondial, c'est-à-dire la partie de la consommation dans le monde qui est produite dans un autre pays que là où elle est consommée, qui était relativement faible, même très faible. Pour un produit comme le vin, c'était autour de 12% au début des années 90. Ça a monté, vous voyez, on était autour déjà de 25% dans les années 2000 et on est aujourd'hui à près d'une bouteille sur deux, près de 50%. On est à 47% aujourd'hui. 47% des vins consommés dans le monde ont été produits dans un autre pays, c'est-à-dire on franchit au moins une frontière. Et c'est ça le phénomène le plus important, me semble-t-il, à souligner, puisque aujourd'hui, quand on produit, eh bien, on ne produit pas seulement pour un. Il faut surtout plus produire pour un consommateur régulier, occidental, français et fidèle, puisque celui-ci est devenu sans doute plus occasionnel et puis marqué par des tas de tendances dont Fouad Chayed va nous expliquer les fondements et les aboutissants. Et marqué aussi par cette tendance très mondiale aujourd'hui d'un degré d'internationalisation extrêmement fort de la demande mondiale en vin. Voilà comment je voulais introduire ce propos pour laisser la parole à Fouad maintenant sur ce qui se passe, comment ça se traduit tout ça au niveau de ces nouvelles tendances. Alors, merci Hervé. Je ne sais pas si le problème du diaporama est réglé. Est-ce que vous arrivez à voir? Il n'est toujours pas en plein écran. On voit les diapos sur la gauche. Je ne comprends pas. Là. Nous concerne, nous, ça a changé. Cette fois-ci, on ne voit plus qu'une seule slide. Ah non, si, tu as raison, Camille. Ouais, je n'avais pas vu comment. Mais ceci dit, on arrive quand même à voir. Fouad, Bon, tu peux quand même continuer. Ouais, tu peux y aller comme ça, c'est bien. Bon, ok. Moi, je voulais dire d'abord que je suis très heureux d'avoir été invité par la chaire, de me sortir un peu du monde de l'enseignement et puis de dire des choses aux entreprises qui parfois savent beaucoup mieux les choses que nous en termes de tendance. Moi, l'objectif, c'était de vous brosser à travers un travail empirique, c'était la commande de Camille et de Hervé, les principales tendances de consommation. Alors, pour cela, on a exploité des données secondaires que vous connaissez, notamment le baromètre SoWine, qui n'est pas extrêmement fiable, mais qui peut donner des idées sur les tendances, les préférences des consommateurs. France Agrimaire, une revue de presse spécialisée et puis des rapports de Wine Intelligence. Les données sont actualisées quand c'est possible jusqu'à 2021. Et puis, il faut tenir en compte la conjoncture assez spécifique post-Covid. Donc, probablement qu'il faudra compléter cette première lecture des tendances avec un certain nombre d'analyses prospectives, notamment de France Agrimaire ou de l'Observatoire français de la consommation. Je vais faire mon intervention en deux temps. D'abord, je vais vous présenter, sans alourdir avec les concepts, les théories, les principales tendances, et j'irai vite sur les tendances classiques.
Et ensuite, je voudrais vous présenter 4 exemples de travaux de recherche qui sont effectués à la fois ici à Moïsa, mais par d'autres collègues, sur le marketing du vin. Donc, première chose, moi, je suis quand même assez surpris par ce shift, ce changement dans les pratiques de consommation et la prédominance actuellement du consommateur dit occasionnel, dit de plus en plus connaisseur, qui ne consomme pas beaucoup, hein, vous voyez les chiffres, même si le vin, en termes de pénétration dans les domiciles, 85% des ménages ont acheté du vin, donc c'est un des produits au taux de pénétration le plus important. 5 bouteilles sur 10 sont achetées en grande distribution et ce taux-là monte extrêmement fortement lorsqu'il s'agit de bouteilles consommées à domicile. Mais les consommateurs ne boivent pas tous les jours, 9 sur 10 ne boivent pas tous les jours et 9 sur 10 boivent très peu, donc boivent moins de 10 verres d'alcool par semaine. Alcool, là, dans sa totalité, on ne parle pas que de vin. C'est encore plus rare chez les jeunes, donc cette problématique, on la connaît, hein, l'effet bière, l'effet spiritueux qui est de plus en plus consommé, on va voir d'autres chiffres tout à l'heure, mais vous voyez qu'on est sur ce segment-là. Hein. Maintenant, les 50% des consommateurs, c'est des consommateurs occasionnels. Vous avez ceux qui boivent 1 à 2 fois par semaine et moins souvent, alors que le grand-père d'Hervé, ou son père, ou Hervé lui-même, boivent ou buvez 1 verre par jour, par repas. Hein. Donc, on est très, très loin de ce concept du vin comme boisson régulière. Deuxième grand changement dans la perception et dans la considération du vin comme boisson, c'est maintenant quasi acquis. Les Français consomment du vin par plaisir aussi. Hein. C'est une consommation hédonique, donc c'est un bien expérientiel. On le consomme par plaisir, pour la gastronomie, mais on se fait plaisir en consommant du vin. Hein. C'est plus une boisson de pénibilité comme c'était le cas dans les années 50. Deuxième chose, vous voyez sur ce baromètre SoWine que de manière générale, en termes de préférence, les bières qui gagnent beaucoup de terrain hein, par rapport aux autres boissons sont au coude à coude hein, avec les vins tranquilles. Les champagnes connaissent aussi un taux assez appréciable, mais en termes de préférence, c'est bière, vin tranquille et ensuite les autres. Troisième tendance qui est extrêmement importante, c'est que non seulement on consomme moins, on consomme mieux, mais on achète plus cher. Donc là, vous avez l'évolution depuis 2013 des gammes de prix, hein, des bouteilles achetées en termes de budget moyen, et vous voyez que clairement, les vins entre 5 et 10 euros connaissent une baisse importante. Ceux qui connaissent une augmentation forte sont les vins entre 11 et 20 euros, et un peu ceux aussi à plus de 20 euros. Et ces chiffres-là sont encore plus importants pour les consommateurs lorsqu'ils sont connaisseurs, lorsqu'ils sont investis dans l'univers du vin, lorsqu'ils se renseignent sur le vin, lorsqu'ils pratiquent de la dégustation, lorsqu'ils visitent des lieux œnologiques, etc., etc. Autre tendance importante, alors elle est conjoncturelle, mais il faudrait quand même la prendre en compte, c'est les achats de vin sur Internet. Je vais le dire clairement, ça a explosé pendant la crise Covid. Il y a eu un effet cliquet, bien sûr, ça a rediminué un peu, mais ce qu'il faut retenir sur ce graphique, c'est que les jeunes, plus que 50% des jeunes, achètent du vin sur Internet maintenant. Cela ne signifie pas qu'ils n'achètent pas ailleurs, mais cette pratique tend à devenir démocratisée. Les freins qu'on avait connus précédemment sur le paiement, la livraison, tendent à complètement disparaître. J'aime bien ce tableau. Alors, ce n'est pas le mien, il a été emprunté à Jean-Marie Cardeba de l'ISEC de Bordeaux, qui compare le consommateur du XXe siècle au consommateur du XXIe siècle. D'abord, il faut noter cette poursuite de la baisse tendancielle de la consommation. Hervé en a parlé. On a un consommateur plus occasionnel qui consomme moins, mieux, d'accord. Mais au-delà de ça, on a quand même des changements par exemple, au rapport à la distance. En France, on continue à être très
franco-français en termes de consommation, même si la pénétration de vins étrangers devient un peu plus importante. Mais ailleurs, le vin est devenu un bien très internationalisé. Il n'y a qu'à voir le chiffre qu'a donné Hervé. 47% du vin produit s'exporte. L'origine, elle est plus française, italienne ou espagnole, elle est vraiment mondiale en termes de consommation. D'ailleurs, les États-Unis sont le premier marché. La Chine et l'Europe continuent aussi à être un marché important. Un consommateur maintenant très segmenté, âgé, jeune, mais une population globalement qui s'est rajeunie. Une féminisation de la consommation. Beaucoup de femmes, notamment sur un certain type de segment, sans être caricatural, rosé, blanc et aussi vin fruité, par exemple. Des mélanges de CSP, avant, c'était très dichotomique. On avait du vin consommé par une frange populaire et par une élite, deux types de vins différents, mais maintenant, ce clivage-là n'est plus aussi clair. Les types de vins, très, très grande différenciation, y compris packaging, et puis une consommation plutôt occasionnelle avec une hausse assez forte du poids de Internet. On va en parler tout à l'heure en termes d'influenceurs, en termes de recherche d'informations, en termes de communication, etc. Là où j'ai été surpris, et d'ailleurs ça pourrait surprendre un certain nombre d'entre vous, c'est que habituellement, y compris dans les travaux de recherche, les premiers critères, les premiers déterminants d'achat sont les appellations, le prix, la région arrive aussi, mais là, vous voyez l'apparition aussi des cépages. Quand on demande sur quelle base vous choisissez votre vin, alors c'est du déclaratif, il faut faire très attention avec l'interprétation de ces enquêtes déclaratives, mais les cépages deviennent assez importants dans les critères de choix d'achat d'un vin. Ensuite, des grosses tendances qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans d'innovation en termes de packaging. Vous connaissez tout ça, les canettes, les bibes, etc. Une tendance sur les attentes environnementales, une tendance d'attente de vin naturel, soutenable, bio. Alors là, je voulais juste vous citer un chiffre de SoWine aussi. 53% des acheteurs prennent le temps de regarder si une bouteille affiche une certification et ils connaissent à 85% le label bio et puis d'autres labels, y compris Terravitis à 26%, donc le taux diminue. Et vous voyez, 53% sont prêts à acheter plus cher, mais quand on leur pose la question « Pourquoi vous n'achetez pas ces vins ?» Bien sûr, vous avez cette contradiction. 44% pensent que le prix est élevé. Mais vous avez c'est une tendance lourde d'attente de vins un peu plus environnementaux. Les cépages, j'en parlais, des vins plutôt, au-delà des cépages, mais des vins plutôt faciles, avec un profil facile à boire, qui soit décomplexé. Certains intervenants qu'on avait invités ici nous parlaient de vin coca, littéralement du vin mélangé avec du coca, mais aussi de manière nuancée du vin qu'on pourrait boire comme du coca, c'est-à-dire des vins de soif, des vins qu'on pourrait boire devant la télé, etc. Les rosés, les bulles et les blancs en ce moment connaissent une forte demande, notamment dans des packaging alternatifs. C'est un segment, c'est un produit qui peut se permettre, le rosé aussi, d'être dans des packaging plutôt originaux, donc ils jouent là-dessus, sur à la fois les étiquettes, mais le format, le matériau du packaging. J'essaie d'aller vite parce que je vais me faire rappeler à l'ordre par Camille. Ensuite, la santé. La santé, je pense personnellement que ce sera la tendance la plus marquante de la consommation du vin pour les 10 prochaines années. On voit l'explosion de bars à vin sans alcool ou de boissons sans alcool. Je viens de voir qu'il y a ici à Montpellier, la semaine prochaine, un salon sur tout ce qui est boissons sans alcool. Alors, ça va des sodas jusqu'au vin, sans alcool, désalcoolisé, etc. Et on le voit dans les enquêtes d'opinion, il y a une demande pour moins d'alcool, moins de calories, les vins sans. Et cette tendance no-low qui a complètement explosé aux États-Unis, mais surtout en Grande-Bretagne, et qui arrive en France. Donc, il y a une demande forte sur des vins sans quelque chose. Cette tendance était déjà assez présente dans l'agroalimentaire.
en général, mais on la retrouve de plus en plus dans le vin. Le packaging, la Wine Monitor 2021 nous indique que la bouteille reste le format essentiel, notamment à l'export, avec des capsules à vis. La canette arrive en termes de progression comme deuxième packaging en termes de croissance, en termes de taux de croissance, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais on le voit, la bouteille, c'est 75% à peu près, et ensuite 25% d'autres emballages alternatifs. Et vous voyez, ces emballages, c'est le prix aussi, le volume acheté, parfois la qualité des vins, et aussi un critère de praticité qui fait que les acheteurs les choisissent. Donc, si on prend ces tendances-là, santé, soutenabilité, caractère occasionnel de la consommation, il faut leur ajouter aussi de nouveaux acteurs qui influencent le choix et qui influencent même la détermination de la qualité des vins. Et ça, c'est les prescripteurs, les e-prescripteurs, on les appelle maintenant, c'est les nouveaux influenceurs. Là, je vous ai mis l'exemple d'un jeune qui s'appelle Émile Codens, qui a fait un BTS en viticulture, qui travaille maintenant comme maître de chai et qui a un compte qui s'appelle Le Vigneron, TikTok, 500 000 followers. Et il explique dans des vidéos extrêmement courtes des choses sur le vin. Et donc, il fait parfois la promotion d'un certain type de vin, d'un certain type de pratique de consommation, et ça devient un influenceur extrêmement important. 500 000 suiveurs. Ici, je vous ai mis à titre de comparaison, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même cible, ce n'est pas le même message qui est délivré, mais la RVF, c'est 50 000 abonnés. Donc, ça permet aussi de voir qu'on a d'autres médias de masse extrêmement importants maintenant qui apparaissent dans le vin. Il faudrait oui. Excuse-moi, j'interviens, mais il faudrait voir combien les 500 000 followers du gamin, là, TikTok, je n'ai pas retenu son nom, génèrent de chiffre d'affaires par rapport aux 50 000 abonnés de la RVF. Ils ont un pouvoir d'achat de vin très haut de gamme. À mon avis, en chiffre d'affaires, c'est plus intéressant pour le vigneron que les 500 000 followers de TikTok, a priori. Absolument. Je n'ai pas donné de comparaison sur la cible. Je dis juste la masse de ceux qui suivent et donc la masse du canal comme potentiel de communication est importante et il faudrait la prendre en compte. Mais on est d'accord sur des cibles de vin. Bien sûr, il faut voir comment on est positionné et là où on communique. On est tout à fait d'accord. Deux dernières tendances et après je passe aux exemples. Autre tendance, maintenant, il y a aussi une demande pour à la fois le vin avec un fort contenu service et immatériel, un contenu sur l'étiquette, sur l'histoire racontée derrière, sur le service même qui accompagne des conseils à la dégustation, etc. Et puis, le vin qui apparaît aussi comme un produit ingrédient dans tout ce qui est appelé la tendance mixologie cocktail. Et là aussi, beaucoup d'ouvertures de points de vente, de bars à cocktail, qui utilisent le vin non pas comme produit, mais comme un ingrédient et comme une matière première pour faire autre chose. Là aussi, ça reste pour l'instant assez marginal, mais ça pourrait être une tendance extrêmement lourde. Je pourrais m'arrêter là, vous recueillir vos commentaires et vos questions, mais je voudrais juste vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire en marketing du vin. 4 exemples rapidement. Le premier, c'est par exemple une étude qui a été faite il y a quelques années maintenant sur le test du caractère environnemental d'une bouteille PET-REPET développée à l'époque par UCOA Val-d'Orbieu et testée auprès des consommateurs français alors que initialement, elle était destinée au marché nordique avec des monopoles. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y avait une très faible préparation du lancement commercial, une acceptation extrêmement faible du concept par le consommateur français, voire même une non-rétribution de l'innovation. Il acceptait de payer moins cher que le produit en bouteille en verre. Et puis, potentiellement, une ouverture sur certains types de consommateurs et certaines occasions de consommation. Deuxième exemple, c'est un travail qui a été fait par des collègues, Franck Sellé de Montpellier, où ils ont testé l'interprétation des étiquettes, l'interprétation de la sémiotique des étiquettes
selon les types de consommateurs et selon le profil du produit. Là aussi, on peut avoir des typologies de consommateurs, des suggestions très managériales pour les producteurs. Troisième exemple, une étude qu'on avait faite sur le cinéma et le vin pour voir quelle est la part du placement du vin dans le cinéma comme outil de promotion et stratégie de communication. Il y a certaines entreprises, hein, certains châteaux, là je vous ai cité l'exemple de Château Angélus, qui adoptent cette stratégie de placement de manière assez évidente. Et donc, ce qu'on avait observé, c'était qu'il y a du vin dans 92% des films. On en a vu 47, hein, pour être précis. Mais dans les 2 tiers des cas, c'est des placements commerciaux, c'est-à-dire c'est des placements où il y a une contractualisation entre le producteur et le producteur de vin et le producteur de cinéma, avec le paiement, soit en nature, soit financier, et une apparition très récurrente des marques et des étiquettes. Et dernier exemple assez récent, hein, un projet qui vient d'être retenu sur l'acceptation par les acteurs de la filière comme un système d'acteurs complexes, hein, des innovations. Et ici, en l'occurrence, il y a un volet qui s'intéresse à tout ce qui est marketing et analyse sensorielle sur l'acceptation par les consommateurs des vins issus de variétés résistantes, lorsque celles-là sont signalées soit sur un packaging ou par une révélation de l'information. Donc, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on observe là en termes de consommation sur la filière, c'est que le marché est extrêmement dynamique, hein. Ça change, hein, des 30 dernières années. Il y a beaucoup d'innovations, de lancement de produits. L'évolution de la demande, moi, j'ai l'impression qu'elle est vue par les acteurs comme une opportunité d'avoir de nouveaux segments, de nouveaux clients, de proposer de nouveaux produits. Un produit qui s'internationalise, mais on a aussi un retour, hein, au local, à un certain type de région. Il y a des régions qui sont extrêmement dynamiques en ce moment, hein, la Loire, le Languedoc, par exemple. Un intérêt marqué pour le vin de nouveaux consommateurs, hein, les jeunes, les femmes, des connaisseurs. D'ailleurs, dans le déclaratif, les Français se considèrent, il y a 3 ou 4 points d'écart, de plus en plus connaisseurs par rapport à il y a 5 ans, hein, dans le vin. Et puis, des critères d'achat aussi qui évoluent avec un produit de plus en plus connecté, décomplexé, et une demande pour un produit facile à comprendre, et des enjeux santé, environnement de plus en plus importants et qui vont marquer l'offre future de vin et puis les déterminants de consommation. Tout ça nous amène, nous, hein, en termes de recherche, à des questions assez spécifiques. On n'est pas beaucoup à travailler sur le vin, notamment en marketing, mais c'est un secteur qui est connu pour être complexe à la fois en termes d'interprétation des actions, des stratégies des entreprises, mais aussi du comportement du consommateur. Et ça donne lieu à des terrains empiriques extrêmement passionnants, importants, hein, pour le marketing et pour les sciences sociales de manière générale. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je pense que j'ai largement dépassé le temps, mais je vais dire que c'est de la faute de Hervé. Oui, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Et